Et si c'était une blockchain? Bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série dans laquelle j'étaye ma thèse selon laquelle les alignements de Karnak sont tout simplement une réserve de valeur qui a été constituée en contrepartie d'une émission monétaire sous forme de sel dans la baie du Morbihan. Alors aujourd'hui, je vais répondre à deux questions. Qu'est-ce qu'une réserve de valeur? Et pourquoi les petits menhirs de Karnak présentent des spécificités par rapport aux autres mégalithes de la région qui en font une excellente réserve de valeur? Tout d'abord, donc, qu'est-ce qu'une réserve de valeur? Alors pour le dire avec des termes extrêmement simples, une réserve de valeur, c'est quelque chose que l'on peut garder longtemps sans que cela perde sa valeur et que l'on pourra utiliser plus tard pour acheter quelque chose, payer une dette ou pour faire une transmission par exemple à ses enfants. Prenons un exemple, l'exemple le plus connu sur le plan historique, c'est l'or. Depuis des milliers d'années, l'or est considéré comme une réserve de valeur. Pourquoi? Parce qu'il ne rouille pas, ne pourrit pas, et surtout qu'il est reconnu par tous comme étant précieux partout dans le monde. Même si on ne s'en sert pas tous les jours pour faire des courses, on peut le garder longtemps, le vendre, l'échanger plus tard quand on en a besoin. Donc il y a des liens entre réserve de valeur et monnaie. Une monnaie doit avoir une fonction normalement de réserve de valeur, mais il y a aussi des distinctions. Ce sont deux notions qui ne se recoupent pas toujours. Une monnaie, par exemple, comme un billet de 10 euros, sert surtout à acheter directement. On doit s'en servir assez rapidement. C'est un moyen d'échange, mais la valeur d'une monnaie peut changer assez vite à cause de l'inflation. Un billet de 10 euros ne permet pas toujours d'acheter la même chose d'une année sur l'autre. L'or, lui, est censé mieux garder sa valeur dans le temps. C'est pour cela que l'on dit que c'est une meilleure réserve de valeur que la monnaie. Donc en résumé, une réserve de valeur permet de conserver de la richesse pour plus tard, alors qu'une monnaie sert à acheter tout de suite. L'or, par exemple, est une réserve de valeur, mais pas une monnaie au quotidien. Un billet de banque, c'est une monnaie, mais sa valeur peut diminuer avec le temps. Vous comprenez mieux maintenant mon analogie avec la société néolithique de Karnak, qui avait une monnaie avant l'apparition des États, pas une monnaie sous forme métallique, mais une monnaie marchandise, une monnaie sous forme de sel. Et la réserve de valeur qui garantissait cette monnaie, eh bien, c'était tout simplement, selon moi, ces fameux alignements. Mais n'allons pas trop vite, puisque là, nous touchons tout de suite à une fonction économique de la réserve de valeur, celle qui est aujourd'hui la plus connue, mais il faut aussi avoir une approche anthropologique pour comprendre pourquoi les sociétés humaines ont besoin d'une réserve de valeur, pourquoi à un certain niveau de développement, de richesse, de hiérarchisation, les sociétés humaines qui ont réussi, qui ont laissé une trace dans l'histoire, avaient nécessairement une réserve de valeur. Donc si on a une approche anthropologique, certains anthropologues ont montré que cela pouvait constituer une réponse à la logique de dépendance infantile. Je m'explique. Chez l'être humain, et c'est une différence par rapport aux autres animaux dans le règne animal, les enfants restent dépendants des adultes pendant de nombreuses années avant de pouvoir produire à leur tour. En quelque sorte, lorsque l'être humain vient au monde, il n'est pas terminé. Les parents doivent encore s'occuper de lui assez longtemps. Cette situation crée une contrainte qui est donc unique dans le règne animal. Les adultes doivent prévoir, ils doivent stocker des ressources suffisantes pour soutenir leur descendants sur une longue durée. Et donc se pose la question d'une éventuelle transmission de richesses. La réserve de valeur devient alors une adaptation culturelle. On transforme un excédent présent en sécurité future pour la famille, voire pour le clan. Donc là, la réserve de valeur va devenir un instrument de transmission intergénérationnelle. Les réserves de valeur jouent un rôle central dans la transmission entre générations. Des biens durables peuvent être transmis à la descendance sans discontinuité. Cela permet d'assurer la continuité matérielle, mais aussi de préserver le statut social du groupe familial et, de manière plus large, du clan. Donc, autrement dit, la réserve de valeur, ce n'est pas seulement quelque chose d'économique, c'est aussi quelque chose de structurel sur le plan anthropologique qui va permettre à une société de se développer, d'aller plus loin. C'est un vecteur d'organisation sociale et de coopération. Au-delà de l'héritage, ça va aussi permettre de sceller des alliances, de permettre le paiement de dot,
de permettre des échanges à certaines occasions qui vont permettre donc de conclure des alliances entre familles ou entre clans, donc un moyen d'action sociale qui est visible et reconnu par tous. Donc la constitution de réserves de valeur répond aussi à des contraintes anthropologiques quasi biologiques, des besoins sociaux. L'être humain est un être social et pas seulement à une logique qui serait purement symbolique ou économique. C'est un outil fondamental de survie, de transmission et de structuration sociale qui permet l'émergence et surtout la durabilité des civilisations. Personnellement, je prolonge cette idée en considérant que ce rapport de domination va pouvoir s'exercer aussi par la détention des réserves de valeur. En général, les jeunes générations sont productives, c'est elles qui ont la force du travail, mais ce sont les plus anciennes générations qui détiennent réellement les réserves de valeur. Donc voilà pour la fonction anthropologique des réserves de valeur. Mais une fois que ces réserves de valeur existent, eh bien, elles vont naturellement prendre une fonction économique. Par exemple, aujourd'hui, on s'en sert de collatéral pour obtenir un prêt. Elles vont jouer un rôle central dans le développement du capitalisme ou d'une société marchande, mais elles vont aussi servir à l'émission de la monnaie. Ça va être une garantie pour l'émission monétaire, c'est ma thèse s'agissant des alignements de Carnac. Alors venons-en justement au petit menhir de Carnac. En quoi constituait-il une réserve de valeur de qualité? Ben justement, parce qu'ils sont petits par rapport aux autres mégalithes de la région. L'essentiel des menhirs de Carnac sont des petits menhirs d'1 à 2 tonnes qui peuvent être déplacés assez facilement. Ils conservent donc une certaine portabilité. En théorie, ils pourraient tout à fait être saisis. Ensuite, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de métaux, nous sommes encore à l'âge de pierre, bien avant l'âge du cuivre, l'âge de bronze, l'âge de fer. Donc on est encore à l'âge de pierre, même si on est déjà au néolithique. Et dans cette région, on avait cette roche granitique qui affleurait, qui ressortait du sol. Et donc l'extraire et la dresser pouvait constituer une preuve de travail pratique. Or, la preuve de travail, c'est une qualité indispensable pour faire une bonne réserve de valeur. On sait que des pierres ont été utilisées, les anthropologues l'ont montré, comme outil de réserve de valeur. On l'a vu dans l'épisode 1 à propos de l'île de Yap, où les pierres de raie pouvaient être échangées sans d'ailleurs qu'il soit nécessaire de les faire bouger. On peut donc parfaitement imaginer que dans ces sociétés du néolithique, des pierres qui avaient de la valeur, du fait qu'elles avaient été extraites puis dressées, du fait aussi de l'emplacement qu'on avait choisi pour ces pierres, un emplacement stratégique, ça peut être en haut d'une crête ou près d'un cours d'eau important, eh bien, du fait de toutes ces raisons, ces pierres avaient une certaine valeur, pouvaient donc être appropriées par une famille, un clan, et constituer une réserve de valeur. Ensuite, il suffit d'imaginer qu'une élite qui maîtrisait la production de sel et qui l'a constituée sous forme de monnaie, a souhaité également, pour donner plus de force à sa monnaie, constituer une garantie, et donc s'est approprié cet usage et a constitué ces gigantesques réserves de valeur de petits menhirs. Donc il faut bien distinguer les menhirs de Karnak, hein, les menhirs des alignements, des autres menhirs monumentaux qui sont en général plus anciens, qui sont un peu plus isolés, qui avaient une fonction probablement symbolique ou une fonction de bande de propriété. Ces pierres étaient généralement taillées, alors que les menhirs de Karnak sont des pierres brutes. Les menhirs monumentaux étaient même parfois gravés. Il faut aussi distinguer les menhirs de Karnak des dolmens et des tumulus, qui eux ont une fonction funéraire qui n'a rien à voir. Nous n'avons retrouvé aucun ossement humain dans les alignements de Karnak, ce n'était donc pas un cimetière. Il faut aussi distinguer ces alignements des statues menhirs, qui eux apparaissent plutôt dans d'autres régions, qui étaient gravées, qui prenaient une forme humaine et qui apparaissent bien plus tard, hein, à l'âge du cuivre. Donc rien à voir avec les alignements de Karnak. Donc en résumé, on est sur des pierres d'une taille suffisante pour ne pas qu'elles puissent être volées, ou en tout cas si on voulait les voler, il fallait s'y mettre à plusieurs et on risquait d'être vu par d'autres personnes. Mais en même temps, une petite taille qui permet de conserver une certaine portabilité de la pierre. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est que la plupart des menhirs aujourd'hui ont disparu. Ils ont été réemployés dans des constructions, voire brisés pour faire du gravier. On avait donc plein de caractéristiques qui permettent à ces pierres d'être une réserve de valeur efficace, c'est-à-dire à la fois immobilisée, mais en même temps potentiellement portable,
représentative d'une preuve de travail. Leur visibilité, leur caractère entre guillemets immanquable dans le paysage pouvaient constituer une garantie formidable pour l'émission de la monnaie. Voilà donc pour cet épisode consacré à la notion de réserve de valeur. Dans l'épisode suivant, je donnerai une chronologie et je montrerai que, comme par hasard, les alignements de Karnak ont cessé à peu près concomitamment avec une montée des eaux qui a fortement réduit les possibilités de production de sel dans la région. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, à faire part de vos objections, contre-arguments éventuels pour nourrir la réflexion. Et puis je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao!